Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Face aux Indés, la grande émission politique hebdomadaire des médias indépendants pour l'élection présidentielle 2022. On est en direct chaque jeudi et chaque jeudi sur ce plateau, on interroge un candidat ou une candidate que nous avons invité. Des candidats qui répondent aux questions des journalistes du média, de Regard, de Street Press, de Radio Parleur et aussi d'autres rédactions indépendantes comme ce soir le Bondi Blog. Une émission pour vous faire vivre la campagne autrement, avec ce que l'on estime être les angles morts du débat présidentiel. 1 heure pour interroger notre invité sur son programme, sur son projet et sur sa politique. Et ce soir, c'est Anne Hidalgo, la candidate du Parti Socialiste, qui nous a rejoint sur ce plateau. Anne Hidalgo, bonsoir. Bonsoir, merci. Bienvenue. Merci à vous d'avoir répondu à cette invitation. Bienvenue sur ce grand rendez-vous des médias indépendants. Vous allez avoir un peu plus d'1 heure pour convaincre les Françaises et les Français qui nous regardent ce soir. Et on va tout de suite vous présenter pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore. Vous avez décidé de vous lancer dans la course à l'Élysée en septembre dernier, après avoir plusieurs fois affirmé que vous n'aviez pas d'ambition sur le sujet. Vous avez 62 ans, vous vous présentez sous la bannière du Parti Socialiste. C'est votre première campagne présidentielle. Pour autant, vous n'êtes pas une novice en politique. Beaucoup ici ce soir vous connaissent comme l'actuelle maire de Paris, la première femme maire de Paris. Ça fait 8 ans maintenant que vous exercez cette mandature. Ce que certains ignorent en revanche, c'est que vous êtes né en Espagne, que vous êtes arrivé en France à l'âge de 2 ans. Vous avez commencé à vous engager au Parti Socialiste en 1994 et avant de faire de la politique, vous avez exercé comme inspectrice du travail durant 10 ans. Aujourd'hui, vous vous présentez à la présidence de la République. On est à 1 mois, jour pour jour, désormais, du premier tour de ce scrutin, un scrutin majeur pour la mandature suprême. Face à vous, 2 journalistes indépendants, ils sont présents ce soir, qui vont vous interviewer pendant 1 heure. Ils sont présents sur ce plateau. Mathieu Mollard, bonsoir. Bonsoir. Mathieu, tu es rédacteur en chef à Street Press. À tes côtés, Elena Barkaoui. Bonsoir, Elena. Bonsoir. Elena, tu es journaliste au Bondi Blog. C'est vous deux, qui allez cuisiner notre invité ce soir. Alors, pour toutes celles et ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à partager vos réactions. Posez-nous vos questions sur le chat, des questions que vous aimeriez poser à notre invité. On sélectionnera 3 de ces questions et on vous les posera à Anne Hidalgo à la fin de cette émission. Et puis bien sûr, likez, partagez cette émission. On compte sur vous pour nous donner vos avis. Et ça commence tout de suite, Face aux Indés. C'est parti. Anne Hidalgo, on va rentrer dans le vif du sujet dès à présent. C'est notre premier thème dans cette émission. République, démocratie, institutions. Ça commence maintenant. Anne Hidalgo, l'abstention, c'est l'un des enjeux majeurs de cette présidentielle 2022. Les Françaises et les Français votent de moins en moins depuis des décennies. Vous, candidate socialiste, comment vous expliquez ce fait ? Notre démocratie, je crois, est à bout de souffle. La République à laquelle je suis attachée n'apporte plus justement cette preuve de l'égalité républicaine, cette promesse dont j'ai bénéficié, puisque vous l'avez dit, je suis née en Espagne, je viens d'un milieu ouvrier, j'ai grandi à Lyon, dans une cité, et je suis là aujourd'hui. À l'époque, l'école républicaine gratuite, laïque, permettait justement beaucoup plus ce type d'ascension. Et je pense qu'il y a une perte de confiance de beaucoup de nos concitoyens qui s'explique aussi, je le crois, par l'accroissement des inégalités. Quand les inégalités s'accroissent entre les personnes, entre les catégories, entre les territoires, on perd confiance dans ces institutions, dans le fait que le politique pourrait régler les problèmes de la vie quotidienne. Et on a ce mouvement qui existe maintenant depuis plusieurs années, à la fois des aveux, aussi de dénigrement, d'éloignement vis-à-vis de la politique, des phrases sur « ça ne sert à rien », ces gens-là s'occupent juste d'eux-mêmes et pas de nous, leurs promesses, elles les engagent, mais elles n'engagent absolument pas leur réalisation. Et donc, cette situation-là, on en hérite et il nous faut redonner un souffle à la démocratie. Moi, j'ai des propositions sur notamment cette démocratie continue. Ça, c'est le constat. C'est le constat. Justement, sur le constat, vous dites qu'il y a une déception des gouvernements successifs qui sont passés. Il y a 5 ans, c'était le Parti Socialiste qui était au pouvoir. Est-ce que c'était
une bonne mandature, ou est-ce que finalement vous n'avez pas une part de responsabilité dans cette déception? Tout le monde a une part de responsabilité. Si vous prenez la mandature de François Hollande, il y a eu des choses positives, d'autres sur lesquelles j'ai été moi-même critique, mais je pense que c'est un mouvement de fond qui vient de plus loin que cela. Il y a eu pendant longtemps cette volonté au niveau de la représentation politique d'ouvrir plus, d'avoir de la parité, de la mixité. Ça a été des conquêtes. La parité, c'est la loi de 2000 qui oblige à cette parité en politique, mais avant, les partis étaient quand même restés très fermés à l'arrivée des femmes. Et puis, il y a eu la question de la mixité et de la diversité. Comment on permet à des femmes et des hommes françaises, français, issus de l'immigration, de participer aussi, de prendre part à la responsabilité politique. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été souvent bloquées, freinées, et qui sans doute ont aussi découragé beaucoup de nos concitoyens. Pour autant, vous savez, moi, l'analyse que je fais aujourd'hui, parce qu'il faut faire respirer la démocratie, il faut que les partis, il aurait fallu que les partis s'ouvrent beaucoup plus, que la présence de citoyens soit beaucoup plus importante pour justement pas simplement participer, mais décider, co-décider. Et la conclusion, juste un point si vous permettez, à laquelle moi j'arrive aujourd'hui, c'est que les partis sont quand même absolument indispensables. Les partis sont indispensables pour aider aussi à structurer le débat politique, la vie politique. Et les partis, quand ils ne se replient pas sur eux-mêmes, ce qui leur est arrivé à peu près à tous, quand ils ne se replient pas sur eux-mêmes, qu'ils jouent véritablement aussi ce rôle d'éducation populaire, de débat. Moi, je vois une section du Parti socialiste, c'est un endroit où se retrouvent des femmes et des hommes de tous les âges, de conditions sociales très, très différentes, et qui essayent de débattre ensemble, d'apprendre, d'avancer, de faire pousser des idées. Il a contribué justement à cette dévitalisation de la démocratie. Vous, qu'est-ce que vous en retenez? Vous représentez le Parti socialiste aujourd'hui. Qu'est-ce qui diffère du quinquennat Hollande et de vous, en fait, de ce que vous portez? Je n'ai pas cette appréciation du quinquennat Hollande. C'est un processus assez long qui fait que notre 5e République s'est dévitalisée et que, pour moi, le sujet... Non, pour moi, le sujet, c'est le quinquennat Macron. Le quinquennat Macron, où il y a... Le quinquennat Macron, il y a quand même eu le quinquennat Hollande. Oui, d'accord, mais vous parlez de démocratie. Il y a des choses sur lesquelles on aurait pu faire beaucoup mieux. On fait toujours le reproche à la gauche qui assume la responsabilité de ne pas être toujours dans l'utopie ou le rêve, parce qu'évidemment, les gens de gauche, et je suis une femme de gauche depuis très longtemps, on met beaucoup de notre idéal lorsque la gauche arrive au pouvoir. Mais franchement, le sujet là, c'est le bilan d'Emmanuel Macron, c'est pas le bilan de François Hollande. Et en matière de démocratie, qu'est-ce qui s'est passé ces 5 dernières années? Un pouvoir ultra centralisé, une monarchie républicaine assumée, un parlement qui n'a absolument pas fonctionné, des collectivités territoriales qui ont été bloquées, notamment par des financements et des dotations qui n'arrivaient plus, une démocratie qui s'est complètement étouffée, des médias, pardon, mais quand même très, je dirais, orientés, je ne parle pas des médias indépendants, mais des médias très orientés pour soutenir quoi? Une parole présidentielle. Bref, les 5 dernières années sont quand même, pour moi, l'expression d'un dysfonctionnement démocratique majeur. Et les avancées... Vous faites un constat presque apocalyptique de nos institutions. Et je repose ma question. Non, pas apocalyptique, lucide. Lucide, mais fort, on va dire, de l'état de nos institutions. Bien sûr. Voilà, de critique. Mais est-ce qu'on réforme? Est-ce qu'on passe à une 6e République? Alors, et si oui, quelle forme elle... On réforme bien sûr et on change beaucoup de choses dans nos institutions, mais je ne propose pas de passer... On ne change pas forcément le numéro. Moi, ça ne m'intéresse pas le numéro. Parce que si on va passer 5 ans à se battre sur le changement de numéro avec une constituante dont on ne sait pas très bien vers quoi elle irait, ce n'est pas mon schéma. Alors, pour moi, très clairement, qu'est-ce qu'on change concrètement? Pour que la démocratie soit une démocratie beaucoup plus vivante, d'abord, il faut que chacun soit
à sa place. Le président doit s'occuper de l'essentiel et pas des détails. Par exemple, il y a des tas de pouvoirs de nomination que le président a, qui ne sont pas du détail d'ailleurs, mais qui n'ont aucune raison d'être, qui n'existent d'ailleurs dans aucune démocratie avancée. Des pouvoirs de nomination qui vont jusqu'au pouvoir de nomination d'un certain nombre de directeurs d'agences, de patrons de chaînes télé, en passant par la validation des nominations où le Conseil supérieur de la magistrature donnerait Bien sûr, je change cela parce que je pense que ce n'est pas au président de se mêler de cela. Ensuite, il y a un Premier ministre qui, lui, est le chef du gouvernement, qui, lui, répond devant le Parlement. Parce que dans notre République, dans notre 5e République, le président de la République, finalement, il ne répond que devant les citoyens. Et c'est aussi la vocation du suffrage direct dans cette élection que je ne change pas. En revanche, je donne beaucoup plus de pouvoir au Parlement, et à la fois dans l'élaboration de son ordre du jour, mais aussi dans des débats essentiels qu'il doit avoir. Par exemple, on y reviendra sûrement tout à l'heure, mais sur les questions relatives aux énergies, sur les questions relatives à la question du nucléaire, je pense qu'il faut des débats au Parlement. Je suis pour le grand carénage, on y reviendra. Je pense que ça doit se discuter au niveau du Parlement, en associant... Une dose de proportionnel au Parlement ? Alors, bien sûr, je propose justement pour que le Parlement soit plus représentatif aussi de la diversité des partis politiques et des formations politiques dans notre pays, qu'il y ait à la fois une élection, comme on la connaît aujourd'hui, uninominale des députés, mais que, comme ça se pratique en Allemagne, lorsqu'on vote pour un député, on vote aussi pour un parti politique qui aura une représentation à la proportionnelle. Et ce système-là est un système qui fonctionne très très bien, qui permettrait justement de faire rentrer aussi des députés élus à la proportionnelle au Parlement et d'apporter une plus grande diversité dans à la fois les origines, mais aussi dans les formations politiques représentées au Parlement. Donc je suis pour cela. Je suis également favorable, je l'ai dit, à ce qu'il y ait une intervention directe de nos concitoyens dans la vie démocratique. Je suis d'accord pour qu'il y ait un référendum d'initiative citoyenne, que ce référendum d'initiative citoyenne puisse être actionné par des citoyens. Et je souhaite changer le rôle et la dénomination du Conseil économique, social et environnemental, le transformer en chambre de la société civile, qui serait justement cette chambre intervenant dans le processus législatif et accompagnant aussi la mise en place du RIC. Il fonctionnerait comment ? Il fonctionnerait notamment, je ferais, je pense, une différence entre les lois organiques, c'est-à-dire les lois qui touchent au fonctionnement des institutions, et les lois simples. Pour des lois simples, on pourra aller sur 1 million de personnes. Ce RIC, moi, voilà. Peut quand même expliquer pour nos spectateurs et nos spectatrices qu'est-ce que c'est exactement. Vous avez raison, pour réformer, ça pose aussi la question de savoir comment et par qui. Je vous propose de regarder cet extrait vidéo sur le RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne. On va en reparler avec vous dans quelques minutes. C'est juste après cet extrait de BFM TV. RIC, 3 lettres scandées toute la journée par les Gilets jaunes. Le référendum d'initiative citoyenne est devenu la nouvelle revendication phare du mouvement. Déjà, ça sera un très bel exemple de démocratie. Ça correspond à l'ensemble des Français. C'est pas spécifique à une catégorie, c'est pour tout le monde. Martelé dans les manifestations, le RIC a d'abord été érigé en mot d'ordre sur les réseaux sociaux. Le RIC proposerait à n'importe quel citoyen de soumettre un sujet au vote populaire, sous réserve d'une approbation par un certain nombre de compatriotes. Un dispositif inspiré des travaux sur la démocratie participative, un système largement différent des institutions actuelles. En France, on a quand même une tradition qui est plutôt une tradition de la démocratie représentative qui serait incarnée par ses représentants parlementaires, alors que dans d'autres pays, la notion de démocratie directe est quand même perçue de manière plus positive. Anne Hidalgo, Elena, vous en parlez à l'instant, le RIC, donc c'était la revendication, celle-là encore, la revendication principale du mouvement des Gilets jaunes, vous l'avez dit. Si vous êtes élu dans un mois,
vous prenez cette décision? Bien sûr, ça figure dans mes principales propositions. Je pense qu'il faut y aller, qu'il faut vraiment donner cette possibilité d'accès direct aux citoyens dans l'élaboration, par le référendum, dans la vie politique française. Je propose d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, que la Chambre de la société civile, ce Conseil économique, social et environnemental qu'on transforme, accompagne les citoyens dans l'élaboration de ce RIC. Et je propose aussi un autre dispositif d'intervention directe qui est l'amendement citoyen. Que des citoyens puissent interférer dans un processus législatif. On est en train de voter une loi, prenons une loi sur les retraites. Un groupe de citoyens pourrait proposer des amendements citoyens, qu'ils ne porteraient pas forcément par un député, comme aujourd'hui on peut essayer de le faire. Ils n'auraient pas le droit de vote sur ces amendements. Non, mais ils auraient un droit d'amendement. Et là aussi, je propose une formule pour accompagner les citoyens dans l'élaboration de ce pouvoir d'amendement qui consisterait à avoir dans chaque département un lieu qui permette justement de recueillir toutes les propositions. Des amendements qui seraient toujours, qu'on comprenne bien, validés ou non par l'Assemblée nationale. Ensuite, qui seraient votés, mais c'est une partie... Un peu symbolique. C'est pas symbolique parce que vous savez, quand vous aurez, par exemple, dans plusieurs départements de France, des citoyens qui vont se mettre à plancher sur un projet de loi et qui ont une idée d'amendement qui n'existe pas, qui n'a pas été portée par les parlementaires, qu'ils vont rédiger cet amendement, qu'ils vont le porter, qu'ils auront le droit à le porter et à le faire voter, c'est vrai, par la représentation nationale, ça n'est pas du tout symbolique. Je vous assure que les députés qui se retrouveront avec ces propositions-là... complexe quand même. Moi, je me dis, déjà à rédiger, parce que ça vaut aussi pour les propositions de loi. Oui, bien sûr. Donc, il faut qu'il y ait des citoyens qui soient à même de prendre du temps pour être accompagnés, Absolument. pour faire un amendement, pour faire une proposition de loi. Oui. Et donc, à des assemblées dans chaque département, un lieu où ce travail d'accompagnement se fera. Et je vous assure que plus on donnera justement ces compétences, ces capacités à des citoyens qui voudront prendre en charge ce sujet-là, mieux se portera notre démocratie. Je suis pour une démocratie continue, une démocratie beaucoup plus ouverte, dans laquelle on n'oppose pas la démocratie représentative et la démocratie participative. J'ai une grande pratique à Paris, notamment, de ces sujets-là. Et je pense que dans la démocratie participative, on ne peut pas être simplement dans un registre de consultation des citoyens. Il faut absolument que les citoyens soient aussi dans une possibilité que doit leur offrir la loi, de coproduction de la loi. Et puis, dans ces propositions pour revitaliser la démocratie, je souhaite aller plus loin en matière de décentralisation. Vous savez, les gouvernements... Les gilets jaunes. Alors, je vais plus loin peut-être que les gilets jaunes, je n'en sais rien, mais en tous les cas, je souhaite aller vraiment vers le fait que les communes, les élus locaux, les assemblées municipales soient aussi des lieux, des espaces où on décide. Vous savez, en fait, la commune, c'est l'échelon de base. Transférer des pouvoirs concrètement. Vous transférez quoi comme pouvoir aux communes ? Je compte bien sûr que toutes les compétences qui sont les compétences dans l'action directe, la mise en œuvre de services publics, de politiques locales qui peuvent être différenciées entre les régions, entre les communes, que ce soit vraiment porté par les collectivités territoriales. Vous me direz, la loi leur permet aujourd'hui, c'est vrai, sauf qu'elles sont de plus en plus verrouillées par un système budgétaire où l'État contrôle absolument tout, retire cette autonomie des collectivités locales et beaucoup plus dans les transferts de budget. Et je pense que beaucoup de choses qui aujourd'hui sont dans le giron de l'État, qui sont très mal organisées, voilà, l'augmenter de combien à peu près, on sait ça. C'est pas un chiffre comme ça à donner, mais effectivement que par exemple toutes les tâches qu'aujourd'hui les collectivités assument pour le compte de l'État soient véritablement remboursées. Je vous donne un exemple.
Paris est une ville et département. Nous exerçons une compétence, par exemple, dans l'aide personnalisée à l'autonomie, c'est-à-dire pour les personnes âgées. Cette aide-là est versée par le département de Paris. C'est une compétence obligatoire. L'État nous oblige à verser une aide, et c'est très bien, il faut vraiment qu'on accompagne les aînés, mais sauf qu'il n'y a aucun remboursement de ce que, par exemple, le département fait pour le compte de l'État. Et donc là, par exemple, c'est intégralement remboursé tout ce que les communes, les départements ou les régions font pour le compte de l'État, pour leur donner justement cette possibilité. Voilà, c'est aussi une proposition. Justement, Anne Hidalgo, si le Parti socialiste veut rassembler sur un vote populaire, il devra le faire aussi derrière des propositions. Vous en avez énoncé quelques-unes à l'instant. On va aborder dès à présent la deuxième partie de cette émission et on va s'interroger sur 3 thèmes de votre programme. Ce sont nos journalistes qui les ont choisis. Ce sont ces thèmes: les quartiers populaires, la police et la dette. Donc on a lu votre programme et les mots quartier populaire n'y apparaissent pas. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas d'ambition pour ces quartiers? Non, d'abord, ça apparaît dans mes propositions. Alors, peut-être pas dans une synthèse, mais en tous les cas, bien sûr que ça apparaît. D'accord, ok. Mais bon, est-ce que ça... Évidemment, mon sujet, et je rentre par la question des inégalités et de la lutte contre les inégalités. Et les inégalités, elles sont à la fois sociales et territoriales. Et bien sûr que dans ce que je dis, notamment sur la décentralisation, il est évident que les quartiers populaires, les quartiers qui aujourd'hui concentrent une partie de la population qui est en situation de pauvreté ou de vulnérabilité, sont des quartiers dans lesquels il faut faire plus. Comment j'y rentre? J'y rentre aussi par le service public. Le fait que dans ces quartiers-là, le service public doit être assuré avec des moyens, bien sûr, plus importants qui ne peuvent pas simplement reposer sur le budget de la commune. Donc j'y rentre parce que la question de la lutte contre les inégalités, elle est au cœur de ma proposition. Et que... C'est l'État qui y rentre. Hein. C'est l'État qui y rentre, notamment, avec des dépenses publiques. D'abord, vous savez, pour résoudre les problèmes d'inégalité, il faut plusieurs choses. Faire en sorte qu'il y ait du travail partout, faire en sorte que l'école fonctionne et fonctionne bien et mieux dans les quartiers populaires où la situation est plus difficile, où la disponibilité des enfants va être souvent aussi perturbée par la situation sociale des parents ou par le fait aussi que beaucoup d'enfants d'origine étrangère sont dans des familles où on ne parle pas la langue et où c'est beaucoup plus difficile pour les parents culturellement de s'impliquer dans l'école. Donc bien sûr que ça passe par l'école et par les moyens donnés à l'école pour fonctionner. Ça passe aussi par l'accès à un autre service public fondamental qui est aussi un sujet dans les quartiers populaires, c'est la santé et tout ce qui a trait à la prévention. Et donc évidemment que dans mon projet, la question de l'hôpital et de la lutte contre tous les déserts médicaux, qu'il s'agisse du secteur rural ou dans les quartiers politique de la ville est absolument prioritaire. Donc ça passe par des services publics forts. Ça passe aussi par la sécurité parce que ce sont souvent dans ces quartiers-là qu'il y a la plus grande vulnérabilité et que les questions de sécurité sont le moins bien assumées par la police nationale et souvent les collectivités dans ces quartiers-là qui ont peu de moyens peuvent difficilement mettre en place aussi une police municipale de proximité pour permettre de faire vivre en paix la population. Donc bien sûr que ça passe par des services publics, ça passe donc par du travail, par des services publics essentiels et ça passe aussi par un accompagnement social dans les propositions qui sont les miennes. Vous aurez vu qu'il y a un certain nombre de propositions individuelles qui concernent qui? Les classes moyennes et les catégories populaires. Par exemple, pour accompagner la transition écologique, je mets en place des aides spécifiques, directes sur la rénovation des logements. Sur le logement, je vais revenir, mais pour le coup, pardonnez-moi d'y revenir, mais il y a une histoire particulière entre le Parti socialiste et les quartiers populaires. On a beaucoup écrit là-dessus au Bondi Blog sur ce qu'on appelle aussi une trahison, en fait. Ce qui est ressenti par certains habitants comme une trahison. Il y a des promesses qui n'ont pas été respectées. Là, je vois par exemple qu'il y a le droit de vote des étrangers aux élections locales dans votre programme.
C'est presque un running gag, en D'abord, fait. je ne reprends pas votre histoire de trahison. Vous savez, peut-être que vous le percevez c'est pas comme ça. Histoire de trahison, nous, on va voir des gens qui nous parlent de ça. Oui, moi j'ai grandi à la Duchère. J'ai grandi à la Duchère. C'est quand même quelque chose qui revient assez régulièrement parmi les gens qu'on rencontre en tant que journaliste sur le terrain. Je suis d'accord avec vous que dans les quartiers populaires, il y a pas simplement un sentiment, mais il y a eu effectivement un abandon. Mais la critique qui consisterait à dire c'est le Parti socialiste, ça je ne suis pas d'accord avec vous. Vous savez, parce que alors attendez, je vais revenir à cela. Mais vous savez par exemple, Vaux-en-Velin, ville dirigée aujourd'hui par Hélène Geoffroy, qui a été ministre d'ailleurs de la ville. Quand je vais avec elle à Vaux-en-Velin, les gens ne lui disent pas « vous êtes du Parti socialiste et vous nous avez trahis ». Ils disent « vous avez été au ministère en charge de la politique de la ville, vous avez essayé de faire bouger les choses, ça n'a pas bougé assez vite », mais ils ne lui disent pas ça. Pardonnez-moi, je peux vous prendre plein d'autres exemples. Donc ne soyons pas dans, je dirais, un jugement définitif, affirmatif. J'ai le sentiment, en vous écoutant, que le sujet de l'élection présidentielle qui vient, c'est de régler le bilan de la gauche de gouvernement, alors que pour moi, le sujet qui vient, c'est d'éviter un nouveau mandat d'Emmanuel Macron, qui est quand même celui qui n'a rien fait pour ces quartiers-là. Justement, c'est quoi vos propositions sur le logement, par exemple? Je réponds peut-être sur le droit de vote et après sur le logement. Droit de vote des étrangers aux élections locales, oui, c'est une promesse que la gauche a faite. Pourquoi elle n'a pas pu être tenue? Parce qu'il faut une majorité qui n'est pas une majorité simple, parce qu'il faut qu'il y ait au Sénat et à l'Assemblée... il y avait le Sénat, l'Assemblée nationale, où il y avait une majorité de gauche pendant le quinquennat. Il y a eu un temps que très court où ces majorités-là ont existé. Il y avait... Non, je ne suis pas d'accord du tout avec vous. Il y avait une autre possibilité qui était de passer par référendum. Et à ce moment-là, le référendum n'aurait pas forcément donné le bon résultat. Je suis d'accord avec vous. Il faut régler cette chose-là. Comment je le ferai? Moi, dans mon programme, j'inscris ce droit de vote des étrangers aux élections locales parce qu'il me paraît indispensable. Indispensable justement pour redonner confiance à toutes ces Françaises et ces Français issus de l'immigration, mais qui sont des citoyens de résidence. Et y compris moi, dans ma pratique de maire, je fais en sorte qu'ils participent. Alors, bien sûr, en respectant la loi, je ne peux pas leur donner le droit de vote, mais je fais en sorte qu'ils participent et pas simplement aux questions relatives aux étrangers dans la commune qui est la mienne. Donc, comment on fera? Eh bien, s'il faut passer par le référendum, parce que je pense qu'il faudra passer par le référendum, je nourrirai ce référendum. Je prendrai le temps de faire en sorte qu'il y ait le débat dans le pays, que ce débat soit apaisé, qu'il ne soit pas caricaturé, qu'il puisse être porté, que l'on démontre que tous ceux qui seront pour, et que, évidemment, présidente de la République pour ce dispositif-là, je m'engagerai personnellement. Pour faire quoi? Pour montrer que c'est une nécessité pour faire en sorte que notre démocratie fonctionne mieux. Ça, c'est vrai que cet engagement-là, il n'a pas été fait de cette façon et que nous sommes encore à attendre et à revendiquer ce droit de vote des étrangers aux élections locales. Alors, mais qui s'est les engagements trouvé... que vous pouvez prendre, justement là-dessus, on les a entendus sur le droit de vote. Oui. Sur le logement, qu'est-ce que vous prenez comme engagement? Sur le logement, en plus j'ai des preuves sur le logement, puisque sur la question du logement, il est absolument indispensable d'abord de construire du logement pour pouvoir loger, de rénover toute une partie d'un parc de logements, notamment dans les quartiers populaires, qui est très dégradé et qui a été délaissé. Donc, relancer la construction. Je m'engage à faire 150 000 logements sociaux, dont 60 000 très sociaux. Faire en sorte, et notamment que les communes qui refusent d'appliquer la loi SRU qui impose 25% de logement social dans chaque commune, que les communes qui refusent de l'appliquer ne soient pas simplement, ne réceptionnent pas simplement un constat de carence du préfet, mais que le préfet, c'est-à-dire l'État, reprenne la main pour faire à la place et délivrer les permis de construire qui sont nécessaires pour équilibrer, parce qu'on a besoin de rééquilibrer. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai... la loi SRU sur la question de la mixité sociale. Il y a une question aussi sur le logement. Je finis, j'ai des preuves sur le sujet, puisque dans une ville comme Paris, on est parti de
de 12% de logements sociaux en 2001. On est quasiment à 25% aujourd'hui de logements sociaux. Ça a été une politique délibérée, volontariste que j'ai portée avec des moyens conséquents, y compris ces 5 dernières années où, revenons au bilan d'Emmanuel Macron, la construction s'est effondrée, et notamment la construction de logements sociaux, et y compris la rénovation du parc social. Donc bien sûr, c'est un sujet majeur, parce que avoir un toit sur la tête, et un toit digne, et un logement abordable, c'est vraiment une priorité, et rééquilibré. C'est une priorité, et vous avez une proposition sur le sujet qui nous a un peu interpellés, c'est ça, où vous proposez que chaque ménage en fait ne dépense pas plus d'un tiers de ses revenus dans son logement. Comment on fait en fait? On va voir son proprio et on lui dit en fait moi je gagne 1 500 €, donc ce ne sera pas plus de 500 €. D'abord, donc, on construit du logement pour qu'il y ait plus de logements abordables, à des prix abordables dans le pays. Deuxièmement, on fait aussi le contrôle des loyers, parce que ça aussi, la maîtrise des loyers, on le pratique à Paris, ça marche et il faut le faire, et je me battrai pour qu'on puisse continuer à le faire. L'encadrement des loyers, vous voulez dire ça marche à Paris? Oui, ça marche à Paris, l'encadrement des loyers, et on a... Les amendes, elles ne sont pas excessives, enfin, elles ne sont pas quand même très dissuasives sur les propriétaires. Ne faites rien et ça sera mieux. Ne prenez aucun outil. Mais c'est une question, c'est comment on fait pour que ça fonctionne. Oui, ça fonctionne en y mettant les moyens, et c'est bien de dire ça ne marche pas, et voilà, on pourrait faire mieux. On peut toujours faire mieux. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de locataires à Paris qui ont vu leur prix justement de loyer bloqué, parce qu'ils étaient au-dessus de ces règles posées, fixées sur l'encadrement des loyers. Donc il faut le généraliser et le pratiquer à grande échelle. Et peut-être dernier élément, comment marche cette aide, cette allocation spéciale au logement complémentaire que je veux mettre en place pour qu'on n'ait pas à payer plus de 30% de son... C'est un bouclier logement, c'est ça? C'est un bouclier logement. Ouais. Pour moi, c'est avec la Caisse des dépôts et consignations qu'on créera le dispositif. On impliquera bien sûr la Caisse des allocations familiales pour pouvoir verser cette aide, et ça sera en fonction du niveau de revenu, en fonction de la disponibilité existante de logements à un prix abordable ou pas, que les personnes déposeront un dossier et qu'elles seront accompagnées par cette aide au logement. C'est comme une APL complémentaire qui permettra de compenser pour qu'elles n'aient pas à payer plus de 30% de leurs revenus. Pourquoi cette aide? Parce que, vous savez, en matière de logement, ces 30 dernières années, gros, il y a 30 ans, la part du logement dans le revenu d'un ménage, elle était de 12%. Aujourd'hui, elle est de 30, voire 40, voire 50%. Donc, il faut mettre en place justement une règle qui permette, par cette aide sociale, qui sera une aide d'ailleurs qui bénéficiera sans doute beaucoup aux habitants de toute la France, mais beaucoup aussi aux habitants des quartiers populaires. Anne Hidalgo, on va parler d'un autre sujet, lui aussi fortement lié au quartier populaire, c'est celui de la police. On regarde tout de suite cette vidéo, elle est tournée par le magazine Street Press. Alors, je m'appelle Antoine, j'ai 30 ans, je suis policier à l'ULI 93 qui est chargé de lutter contre l'immigration irrégulière. Mon boulot, c'est d'arrêter des étrangers, uniquement de les interpeller, de les ramener au commissariat, de les placer en retenue, d'aviser la préfecture en leur soumettant le dossier et de leur notifier la mesure de la préfecture. Emmanuel Macron demande donc un tour de vis sur le renvoi des étrangers en situation irrégulière. Les expulsions d'étrangers en situation irrégulière sont-elles en hausse de 19% avec 23 746 éloignements? Alors la journée type, c'est vers 9h30, on commence à s'activer, on regarde la réquisition, où est-ce qu'elle est, sur quel secteur on va aller, et derrière on commence l'opération à proprement parler, on interpelle, on choisit, chaque fonctionnaire va se faire ses critères. Alors moi je sais que le mien, le premier, on va pas se mentir, ça a été la couleur de peau. Les blancs, on les occulte complètement, et puis on va chercher le noir, l'arabe ou le pakistanais, quoi. Clairement, on en repère un, on se dirige vers lui tout de suite. Pas faire de lutte contre l'immigration irrégulière, de contrôle comme ça, sans faciès. Ce fonctionnaire de police, c'est moi qui avais enregistré ce témoignage,
C'est un fonctionnaire qui travaille donc dans une unité de lutte contre l'immigration irrégulière, qui est présent dans la rue, en Seine-Saint-Denis, et qui explique que tous les jours, il fait du contrôle au faciès, que sa hiérarchie le sait, le laisse faire. C'est un problème récurrent. Comment on fait pour mettre fin à ces contrôles au faciès ? D'abord, ça doit être sanctionné. Ça n'est pas acceptable que des contrôles se fassent de façon aléatoire et au faciès. Ça n'est pas possible de laisser cela et sanctionner par, moi je propose une autorité indépendante qui soit l'équivalent aujourd'hui de l'IGPN, qui d'ailleurs, quand elle fait des enquêtes, les fait très sérieusement. Hein. Et je ne mets pas en cause la façon dont ils les font, ces enquêtes-là. Mais je souhaite que ce soit une autorité indépendante parce que, évidemment, que les forces dépositaires de l'autorité publique ne peuvent pas se retourner en dehors des règles et des lois qui sont celles de notre pays contre nos concitoyens ou contre des personnes au motif de leur couleur de peau. Donc, évidemment qu'il faut des sanctions contre les policiers ou les hiérarchies qui donneraient ce type de consignes et des sanctions qui doivent être exemplaires. Mais moi, je vais vous dire une chose, parce que quand même, vous parliez tout à l'heure des quartiers populaires. Oui, il y a un sujet de relation police-population sur lequel il faut travailler. Pour moi, il faut y travailler notamment par la formation des policiers, intégrer les questions relatives au racisme, à l'antisémitisme, à l'homophobie et au sexisme dans la formation des policiers et des gendarmes pour qu'ils aient évidemment les bases de cela. C'est de la formation, par exemple, vous savez, moi, dans la police municipale que j'ai mis en place à Paris, j'ai mis en place une formation spécifique sur ces 4 sujets-là, parce que je souhaite vraiment qu'il y ait, que les policiers municipaux soient alertés et formés sur ce type de situation. Mais je veux vous dire quelque chose. Pour moi, aujourd'hui, la question de la sécurité est une question majeure, et majeure notamment dans les quartiers populaires, parce que c'est l'endroit où nos concitoyens, souvent les plus vulnérables, ne sont pas du tout ou très peu protégés. Ils sont soumis à quoi ? Ils sont soumis au trafic de stupéfiants, au deal, à des situations de non-droit. Et moi, ma priorité... Le sujet, c'est quand même la police, hein, et c'est notamment la question du racisme. Justement, le sujet de la police, c'est d'abord avoir... Non, c'est la question. Non, il n'y a pas de racisme systémique dans la police. Voilà. Je refuse, et en tous les cas, je ne suis pas dans le procès des policiers. On a besoin de plus de policiers, mieux formés, plus présents sur le terrain et qui exercent leur mission de policiers dans le respect des lois et des règlements, avec une formation qui leur permette effectivement de faire leur boulot correctement sans dépasser le cadre de la loi. Donc ça, c'est quand même mon propos très clair là-dessus. Oui. Un policier que j'ai rencontré, oui. C'est un policier qui témoigne. Je ne dis pas qu'il n'existe pas, au contraire. Ce policier, il est chargé de faire de la lutte contre l'immigration irrégulière par le contrôle d'identité. Oui. C'est la méthode qu'on lui demande, que sa hiérarchie lui demande. Il va aller dans la rue, on lui dit « Votre but, c'est d'arrêter des sans-papiers ». Forcément, à partir du moment où on a mis en place ce cadre-là, il va aller contrôler les Noirs et les Arabes. Et c'est là où ça devient... c'est le système qui est en cause. Ce que vous posez, ce n'est pas le sujet systémique de la police. C'est la police... C'est la politique... du racisme. Non, c'est la politique d'immigration décidée notamment par ce gouvernement qui pose un problème. Lorsque, notamment, ce gouvernement a refusé d'accompagner les réfugiés qui arrivaient pour pouvoir permettre qu'ils accèdent à des titres de séjour ou au moins qu'on puisse examiner leur situation, et que ce gouvernement d'Emmanuel Macron, avec d'abord Gérard Collomb, puis ensuite avec Darmanin, a décidé de tout faire pour laisser dans l'invisibilité et même dans la clandestinité tout ce qu'on a appelé les dublinés, et de pousser et de donner comme consigne à la police de faire des contrôles au faciès. Ce qui est en cause, ce n'est pas le policier qui fait un contrôle que sa hiérarchie lui a demandé. C'est la politique d'immigration qui est en cause dans ce qui est fait là. Et moi, je peux vous le dire, je me suis élevée complètement contre ce qui a été fait. Quand on a eu en 2017, en 2018, des campements, notamment justement entre Paris et la Seine-Saint-Denis, et qu'il y avait un refus de ce gouvernement de pouvoir accompagner...
Pardon ? Vous dites on a eu des campements, ils sont toujours présents. Ils sont toujours présents, mais c'était des campements à plusieurs centaines de personnes. Je vous parle du campement de la Porte de la Chapelle, je vous parle du campement du Millénaire où il y avait plus de 700 personnes à un moment donné. Il y a toujours des campements, je suis d'accord avec vous, et je continue à le dénoncer et à réclamer que l'on puisse mettre en place un dispositif d'accueil qui permette, de faire le point sur la situation des personnes, deuxièmement, aussi de permettre d'avoir accès à un médecin, aux droits essentiels, et que l'on puisse accompagner les personnes vers le statut qui est le leur. C'est ça qui est en cause. C'est un constat qu'ici, je crois, personne ne remet en cause. La politique d'Emmanuel Macron sur la question migratoire, là, personne sur ce plateau ne la défend. Non, mais c'est ça qui est en cause. Ça n'empêche pas de considérer qu'il y a un problème de racisme dans la police. Et est-ce que, en disant que ce problème n'existe pas, c'est aussi ce qui crée cette rupture avec les quartiers populaires? Non. Et les quartiers populaires, ils réclament de la police. Et écoutez, les mères de famille dans les quartiers populaires, qu'est-ce qu'elles vous disent? On veut des policiers en bas de l'immeuble plutôt que des dealers. Encore aujourd'hui, le Bondi Blog publie une vidéo où un couple a reçu des tirs de la part d'officiers de la BAC à Stains. Et où la personne qui a reçu... mais en fait, on peut pas... Est-ce qu'on supprime les bacs? Non, on ne supprime pas les bacs. On a besoin des bacs pour intervenir dans des situations qui sont... dans des situations qui sont... Vous vous rendez compte? Là, vous êtes en train d'inverser les choses. C'est pour ça que j'ai repris les choses dans l'autre... À la fois dans le maintien de l'ordre... Je vais y revenir. Pour moi, la sécurité est un droit. Et d'abord, pour les personnes qui vivent dans les quartiers populaires, parce que ce qu'elles réclament, je suis désolée, et j'y ai vécu aussi, ce qu'elles réclament, c'est justement de pouvoir sortir de chez elles sans avoir peur d'être agressées ou sans rencontrer un dealer et sans que leurs enfants ne soient pris dans cette économie parallèle du deal de drogue que l'on voit dans ces quartiers-là. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, quand des policiers sortent du rôle qui est le leur et vont produire ou avoir des actes qui sont des actes racistes ou des actes violents qui ne rentrent pas dans le rôle qui est le leur parce qu'ils n'ont pas le droit de faire usage de la force publique de cette façon-là, eh bien il faut les sanctionner. Et je veux une autorité indépendante pour enquêter et les sanctionner. Troisièmement, on ne peut pas... ce qui est en cause dans l'exemple que vous avez montré là, c'est la politique d'immigration et la façon dont la politique d'immigration est conduite et notamment la façon dont elle a été conduite ces 5 dernières années. Et on a besoin des bacs, on a besoin... est-ce que... Moi, j'ai tourné avec la BAC la nuit, je sais très bien à quoi est confrontée la BAC la nuit. La BAC, ce qu'elle a de particulière, la BAC, c'est que il y a des brigades qui sont dédiées à des types de criminalité, la lutte contre l'immigration irrégulière, la lutte contre les stupéfiants. La BAC, historiquement, quand elle a été créée pour la Seine-Saint-Denis d'abord avant d'être généralisée, et elle a une histoire qui est une police pensée pour les quartiers populaires. Et c'est cette histoire-là qui, à mon avis, est le nœud de départ du problème. L'histoire, c'est celle-là. Oui, après, peut-être, mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous. On a besoin de ces brigades d'intervention. Pardon ? Sur quoi vous n'êtes pas d'accord exactement? Je ne suis pas d'accord avec le fait que la BAC serait en soi un problème. On a besoin de ces brigades d'intervention, de ces femmes et de ces hommes formés à des situations extrêmement difficiles. J'ai tourné avec eux, je sais à quoi on est confronté. À partir de 3 heures du matin, c'est plus tout à fait le même environnement dans lequel on est. Ils vivent des situations extrêmement dangereuses et on a besoin d'eux pour nous protéger. Moi, vous ne m'entendrez jamais tenir un discours de défiance vis-à-vis de la police. En revanche, la police doit assumer ses responsabilités dans un cadre de règles et de droits que l'État doit faire respecter. Et les personnes victimes de violences policières, vous leur dites quoi aujourd'hui? Eh bien, je leur dis qu'il faut évidemment qu'elles puissent obtenir réparation si elles ont été victimes d'une violence exercée par un policier ou d'un acte ou d'un propos raciste exercé par quelqu'un qui est détenteur de l'autorité publique. Il faut bien sûr l'accompagner pour qu'elle puisse bénéficier d'une réparation de ce droit et que la personne soit condamnée. Mais pour moi, il n'y a pas de systémisme. Par la formation des policiers, des policières. Et par une police républicaine qui est une police qu'il faut absolument, bien sûr,
à la fois soutenir et former. On va passer à un autre sujet, mais qui est quand même lié à ce que vous proposez. On va parler de la dette et de l'inflation. La Cour des comptes a lancé, mercredi 16 février, un avertissement sur le niveau d'endettement de la France. La dette publique en France a atteint au troisième trimestre 2021 la somme de 2 834 milliards d'euros. On devrait bientôt franchir la barre des 3 000 milliards d'euros. C'est environ 120% du PIB français. C'est énorme. C'est aussi le moment de la question d'actu. Anne Hidalgo, vous proposez plus de services publics, notamment dans les quartiers populaires, on l'a entendu, des formations, donc une hausse des dépenses de l'État. On a de la dette aujourd'hui. On fait quoi avec cette dette? Pour lutter contre cette dette, pour la résorber, on met en place une hausse des impôts, on efface une partie de cette dette? Qu'est-ce qu'on fait exactement? D'abord, de quelle dette on parle, parce qu'il y a notamment une dette qui est aussi liée au Covid, qui est là. Et déjà aussi avant le Covid. Oui, c'est vrai. Mais enfin, on parle d'une situation qui remonte, qui a doublé depuis 2019 quand même. Mais on parle quand même aussi là d'une situation où la dette Covid est là et doit être remboursée. Et c'est un sujet majeur. C'est un sujet pas simplement en France, mais dans toute l'Europe. Pour moi, il nous faut absolument continuer à investir dans différents domaines. 2 domaines essentiels pour moi. La transition écologique, ça se fait par de l'investissement. Et l'investissement, c'est pas de la dette. L'investissement, par exemple, dans la transition écologique, c'est aussi une résorption d'une autre dette qu'on ne calcule jamais, qui est la dette écologique, c'est-à-dire la dette qu'on laisserait aux générations futures parce qu'on n'aurait pas fait ce qu'il fallait faire, notamment en matière de transition énergétique. Et le deuxième aspect sur lequel on doit accepter une dépense publique qui doit être une dépense publique forte, c'est pour nos services publics. Pourquoi? Parce que si on ne finance pas l'école, si on ne finance pas l'hôpital, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a des inégalités qui croissent, on a plus qu'un sentiment, on a une perte de confiance, on en parlait au début de cette interview, de nos concitoyens dans les institutions, on a une montée des populismes, une montée de tout ce qui est radicalité, et on a finalement des situations de chaos. Et donc, il faut absolument aussi investir dans les services publics. Vous avez parlé de l'énergie notamment. Il y a une actualité en ce moment, c'est la guerre en Ukraine. Vous avez demandé ce matin sur France Inter un embargo sur les importations de gaz et de pétrole. Ça va avoir des conséquences sur les ménages français notamment, Elena? Oui, qu'est-ce que vous comptez faire sur l'inflation, notamment sur le coût des carburants? Alors, je l'ai proposé d'ailleurs depuis le mois d'octobre. J'ai proposé dès le mois d'octobre, avant, je dirais, la guerre en Ukraine et avant cette proposition d'embargo sur le gaz russe, de baisser la TVA sur l'essence. Voilà, de passer la TVA à 5,5 sur l'essence pour permettre de façon temporaire, pour permettre à nos concitoyens qui ont besoin de leur voiture pour aller bosser. C'est moins le cas dans des grands centres urbains où il y a des métros, des transports en commun. C'est beaucoup plus le cas, par exemple, dans des zones périurbaines ou dans des territoires ruraux. Baisser la TVA sur l'essence, bloquer les prix de l'énergie. Évidemment, si on fait un embargo, et je souhaite qu'on fasse un embargo pour isoler Poutine, un embargo sur le gaz russe, ça veut dire qu'il faut aussi mettre en place des moyens qui coûtent, évidemment, puisque quand vous baissez la TVA, ça veut dire que c'est une rentrée moindre dans le budget de l'État, mais que nous devons assumer. D'ailleurs, on rentre dans une période encore nouvelle. Il y a eu la pandémie avec un plan de relance européen, avec des critères européens, tous les critères de stabilité qui ont volé en éclats, et il fallait le faire, sinon c'était un effondrement de nos économies. Nos partenaires européens notamment. Oui, non, mais ça s'est fait partout en Europe. Le fait de permettre justement le chômage partiel partout, soutenir l'économie, soutenir les salaires, soutenir l'activité de nos pays européens, ça s'est fait dans une décision européenne, et heureusement que ça a été fait, parce que la vocation de l'économie, c'est pas de se retourner quand même contre les populations. Et cette dette-là est présente, et il faudra évidemment voir comment elle
s'étale et comment elle se résorbe. Mais il va falloir faire un deuxième plan, et ce que j'appelle de mes voeux aussi européen, justement sur la question de l'énergie. Donc je propose une accélération des moyens d'investissement proposés par l'Europe à chacun des pays sur la transition écologique et notamment sur les énergies renouvelables. Et je propose aussi que dans ce plan d'investissement qu'il va nous falloir mettre en place là, du fait de cette guerre en Ukraine, que l'on prenne aussi les dispositions pour accompagner les ménages. D'autres pays européens l'ont déjà fait. Je pense à l'Espagne, qui a déjà, par exemple, baissé les taxes, la TVA ou les taxes d'État sur tout ce qui a trait aux énergies pour permettre le chauffage, etc., de leur population. Donc il faut bien sûr accompagner par ces mesures-là, qui sont à la fois des mesures pour les particuliers, mais aussi des mesures pour les entreprises, parce que beaucoup d'entreprises vont aussi et sont déjà en difficulté du fait de l'augmentation du prix de l'énergie. C'est entendu. À Hidalgo, on a une tradition. Dans Face aux Indés, on aime bien certaines traditions. Chaque rendez-vous, on interroge notre invité sur une question d'actualité. C'est l'heure de l'invité surprise. Et cette fois-ci, on a choisi de parler avec lui d'une actualité qui vous concerne à double titre. Tout d'abord, à la fois la maire de Paris, qui s'est engagée sur les Jeux Olympiques 2024, et puis aussi la présidente, qui veut se donner les moyens d'une reconquête économique par l'écologie. C'est l'intitulé de cette partie de votre programme. Il y a un sujet qui concentre ces deux aspects. Ce sont les jardins d'Aubervilliers en Île-de-France. Aubervilliers, ce sont, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, des jardins ouvriers parfois centenaires qui doivent être amputés de près de 4000 mètres carrés de parcelles pour la construction d'un nouveau centre aquatique, un centre qui doit servir à l'entraînement des athlètes pour les Jeux Olympiques de 2024. Les opposants au projet viennent d'obtenir, sur décision du tribunal administratif, l'arrêt des travaux et l'annulation du PLUI, c'est-à-dire le plan local d'urbanisme qui validait ces travaux. Je vous propose tout de suite d'écouter Dolores Mijatovic. Elle habite à Aubervilliers et elle est membre du collectif Jardin à défendre d'Aubervilliers. On la regarde. Bonjour Madame Hidalgo, je voulais vous poser une question concernant les JO Paris 2024, qui sont votre grande action. Au jardin d'Aubervilliers que nous défendons depuis bientôt 2 ans, 4000 m² de jardins ont été détruits. Il y a eu d'autres destructions sur la Seine-Saint-Denis, il y a des arbres qui ont été coupés à l'Air des Vents au parc de la Courneuve. Je voulais savoir comment vous pouviez justifier le fait que vous prétendez les premiers JO verts écolos avec un bilan carbone positif. Ce qui paraît quand même une supercherie, parce que comment on peut aboutir à un bilan carbone positif quand on a coupé des centaines d'arbres adultes grands au parc de la Courneuve et qu'on a détruit 4000 m² de terre nourricière, vivrière. Voilà, je voulais vous poser cette question. D'abord, alors on est pris par le temps très rapidement, Anne Hidalgo. La question des jardins d'Aubervilliers, des jardins ouvriers, c'est un sujet qui n'est pas directement lié au JO, mais qui était un programme de la maire d'Aubervilliers, l'ancienne, et soutenu aussi par l'actuelle maire d'Aubervilliers. Donc c'est une proposition sur la base des JO, mais qui n'est pas nécessaire au plan des JO, puisqu'on n'a pas prévu de faire le centre aquatique à la place des jardins d'Aubervilliers. Il se fait à côté sur un terrain, le centre aquatique, sur un terrain qui appartient d'ailleurs à la ville de Paris et qui était précédemment occupé par l'entreprise Engie. La justice dira ce que la maire d'Aubervilliers peut faire ou pas faire. Voilà. La justice a tranché, notamment hier, oui, d'accord. Après, en disant qu'il y avait une incohérence quand même entre ces projets d'aménagement des JO et le développement durable, qui est aussi que vous proposez dans votre programme. Ce n'est pas un sujet JO, c'est un sujet de proposition de la commune d'Aubervilliers, de proposer d'y faire des bassins. La piscine olympique quand même. Non, la piscine olympique n'est pas à cet endroit-là. La piscine olympique est à Saint-Denis et elle est un centre d'entraînement. Non, mais ce n'est pas. C'est la piscine d'entraînement. Écoutez, est-ce que c'était une erreur de faire ça? La maire d'Aubervilliers, c'est son affaire. C'était pas celle des JO. Jamais il n'a été demandé. Jamais il n'a
été demandé dans le cadre des JO de mettre en place, C'est de géré par la supprimer... Société d'aménagement des ouvrages olympiques. Non. C'est la maire d'Aubervilliers avant et encore aujourd'hui qui porte ce projet-là, et jamais du côté des JO on a dit qu'on avait besoin de supprimer ces jardins-là. Je n'ai pas à penser cela. Ce que je sais, c'est que ce que je peux vous dire, c'est que ce projet, oui, c'est absolument le projet des JO Paris 2024 est un projet qui est un projet écolo, qui est un projet qui va nous permettre d'accélérer la transition écologique. Donc l'écologie, si je vous écoute, l'écologie, elle passe par la bétonisation notamment de ces jardins ouvriers. Vous pouvez, dans la caricature, exprimer ce genre de choses. Vous aurez des évidemment... espaces verts qui vont être bétonisés, il n'y en a pas quand même full non les plus. JO de ni Paris ni portent cette ambition et je suis très heureuse de les porter et avec beaucoup de fierté parce que ces JO qui vont avoir un impact très positif en Seine-Saint-Denis vont aider à la transformation de ce territoire, vont permettre à beaucoup de jeunes de participer à un événement exceptionnel, d'avoir aussi de l'emploi, de pouvoir accélérer la rénovation d'un secteur très très important et qui va nous permettre aussi d'accélérer la transition écologique de ce grand Paris dans lequel une grande partie des JO vont avoir lieu, qui est d'ailleurs soutenu par beaucoup d'associations écologiques qui ne disent pas exactement ce que dit Madame. Je respecte tout à fait son combat. Mais on verra si les Français très sont convaincus ce soir, après vous avoir écouté là-dessus. Je pense que peut-être pas tous les Français, mais en tous les cas, les Français sont convaincus par les JO et par la beauté, la force aussi que va nous apporter ce grand projet. Vous allez avoir l'occasion de le vérifier. Donc c'était une question enregistrée en tout cas par Martin Baudrero, rédacteur en chef à Radio Parleur. Le collectif Jardin à défendre, lui, il appelle à une marche climat populaire ce dimanche à Pantin dès 13h pour marcher jusqu'au siège du comité d'organisation des Jeux Olympiques qui est installé à Aubervilliers. Ce sera peut-être l'occasion d'aller les rencontrer et de leur faire passer aussi ce message. Nous, on va faire passer dès maintenant la parole des spectateurs et des spectatrices de cette émission. C'est notre confrère Irving Magui qui a sélectionné 3 questions des internautes. Alors, on en a une première de Fred Callaghan. Êtes-vous plus revenu universel ou taxation du capital pour lutter contre la précarité ? Je propose dans mon projet 50 milliards d'euros de financement nouveau, la remise en place d'un impôt sur la grande fortune pour pouvoir justement financer toutes les mesures d'accompagnement social de la transition écologique. Je propose aussi qu'on aille chercher du côté, par exemple, de l'évasion fiscale qui continue à être un vrai sujet, 6 milliards d'euros pour compléter, en tous les cas, le financement de ma proposition. Je propose une taxation, par exemple, des successions avec un barème qui, au-delà, notamment pour les grandes successions, ramènera aussi environ 8 milliards d'euros. Je propose qu'on aille beaucoup plus loin en matière de taxation des multinationales que ce qui a été proposé notamment par l'OCDE et qui nous permettra au niveau européen. Voilà, donc je suis évidemment pour qu'on aille chercher une grande partie du financement de nos services publics dans des impôts qui sont des impôts notamment pour ceux qui aujourd'hui sont très très loin du niveau de vie de la plupart de nos concitoyens. Et donner le temps file, malheureusement, on arrive déjà au bout de cette émission, Anne Hidalgo. Une dernière question quand même. La numéro 2 d'Europe Écologie Les Verts, Sandra Régol, a assuré hier sur France Info qu'elle voterait Mélenchon au second tour s'il devait se retrouver face à Macron. Si un candidat ou une candidate de gauche, autre que vous, se retrouve au second tour, Anne Hidalgo, est-ce que vous ferez de même face à Emmanuel Macron ? Moi, je ne réponds pas à une question de politique fiction et je compte bien peser pour être au second tour. Merci. Donc, mais alors, si ça devait devenir, vous ne voulez pas répondre ? C'est ma réponse. Vous ne voulez pas vous engager là-dessus ? C'est ma réponse. C'est votre réponse. C'est ma réponse. Et elle est très claire. Anne Hidalgo, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à l'invitation des médias indépendants. Merci aussi à Mathieu. Merci à Elena également d'avoir co-interviewé et animé cette émission. Merci à vous. Et on vous donne rendez-vous dès les prochaines semaines pour de nouveaux rendez-vous, de nouvelles rencontres. Merci beaucoup.
La semaine prochaine et dans les prochaines semaines, vous pourrez rencontrer d'autres candidats. On remercie également les rédactions de Street Press, du Média, de Radio Parleur, de Regard, du Bondi Blog qui ont travaillé sur cette émission. Ils et elles sont nombreuses autour de ce plateau également à avoir permis cette émission. Merci à eux, merci à elles. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager cette émission. Soutenez les médias indépendants, des médias qui sont garantis 100 milliardaires aux commandes. À très bientôt et très bonne soirée à vous. On a quasiment un suicide de paysans tous les jours. Je le dis comme je le pense, je trouve qu'il y a là-dedans beaucoup d'amateurisme. L'écœurement, de la frustration. Et quand il y a une élection, on se dit, oui, on y va aussi parce que ça fait partie du combat. Pour défendre le pouvoir d'achat, c'est d'abord d'augmenter les salaires. Un SMIC à 1 800 € brut. Si les élections menaçaient l'ordre social existant, je peux vous dire que du jour au lendemain, elle sera interdite. Nous allons lancer dès aujourd'hui un programme de nouveaux réacteurs nucléaires. 14 EPR. En avant, c'est la fête. Nous, on ne veut plus en voir un seul. Dans les allées du pouvoir, le sort des femmes se règle autour d'une discussion bien virile d'homme à homme. L'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants, qui est beaucoup plus financé sur argent public que partout dans le monde. L'université ne sera pas privatisée, ne se fera pas par l'argent.